Bonjour à tous et merci de nous rejoindre à cette session du Red Hat Forum 2020. Mon nom est André Anquin, je suis Global Account Manager en charge du groupe Airbus chez Red Hat depuis 9 ans. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Clément Bissot et Guillaume Brandly qui appartiennent à l'entité Géo d'Airbus Defence and Space et qui vont nous présenter la mise en place d'une plateforme de private cloud pour la gestion des satellites de nouvelle génération. Messieurs, à vous la parole. Bonjour, Guillaume Brandely. Bonjour, Clément Bissot. Donc, nous travaillons tous les deux dans une entité du groupe Airbus qui s'appelle Airbus Defence and Space Geo, qui est une business unit de la division Defence and Space, particulièrement en charge de l'exploitation de constellations de satellites optiques d'observation de la Terre. L'entité a plusieurs types de clients, des clients défense, des clients sécurité, maritime. Vous les voyez s'afficher. Le propos est de fournir des services basés sur l'imagerie satellitaire à tous ces segments de marché. On va vous présenter l'établissement de la plateforme cloud privée pour les nouvelles générations de satellites qui sont en cours de développement. Tout ça est regroupé sous deux formes de programmes. Un premier programme qui s'appelait VHR 2020, un deuxième programme qui s'appelle GDS. Le programme VHR 2020 constitue à la fabrication et au lancement d'une nouvelle constellation de satellites qui s'appelle Pléiade Neo, satellite haute résolution. On verra dans le slide suivant à quel type de résolution on fait référence. Et pour opérer ces satellites-là, il y a toujours une partie qu'on appelle segment sol, qui chez nous a été regroupée dans un programme qui s'appelait GDS. Donc GDS, c'est la fabrication du segment sol pour exploiter les nouveaux satellites Pléiade Neo. Et ce modèle-là était basé d'un point de vue IT sur l'évolution d'un modèle vers un format IT as a service. Les constellations de satellites aujourd'hui opérées par intelligence sont multiples. C'est les satellites Pléiade pour l'ancienne génération, Spot pour la génération précédente, et les nouveaux dont le lancement est prévu pour le début de l'année 2020, complètement à gauche sur le schéma, s'appelle Pléiade Neo. L'entité opère aussi des constellations de satellites radar, plutôt pris en charge par nos collègues allemands. Et dans le futur, d'autres constellations sont prévues, des constellations pour réaliser des images 3D ou ce qu'on appelle chez nous les HAPS, High Altitude Programme Satellite. Ce sont des drones qui se positionnent un petit peu entre le satellite, enfin des drones haute altitude, donc qui se positionnent entre le satellite et l'avion civil. Tout ça pour compléter la prise d'image. En termes de résolution, on évolue vers les lancements qui auront lieu en début d'année sur les satellites Pléiade Neo, objectif de produire des images à 30 cm, là où les précédentes constellations étaient à 50 cm. Pour héberger l'ensemble des applicatifs nécessaires à l'opération de ces satellites, l'entité a démarré un programme. Ce programme a démarré en 2015-2016.
Donc l'objectif était de fabriquer un ensemble de blocs techniques ou de blocs techniques, alors on les appelle building blocks dans nos terminologies projets ou services communs. Tout ça, ce sont des produits de type IT, donc essentiellement autour de l'infrastructure, dont le but était d'héberger les applicatifs nécessaires à l'opération des satellites, donc les applicatifs mission, traitement d'images, planification, contrôle qualité d'image, et réception, bien évidemment, des images produites par les satellites. L'ensemble de la réalisation se basait sur deux principes assez simples finalement. L'automatisation de la production de ces services IT ou de ces building blocks nécessaires et la standardisation, avec pour objectif de mettre l'IT dans un schéma industriel et scalable. Globalement, on va parler de plateforme ou d'environnement. La taille prévue pour réaliser toutes les actions liées à ces satellites. Donc, dans un premier temps, l'année prochaine, on parle de 2 satellites. La taille de la plateforme nécessaire pour faire tourner l'ensemble de ces applicatifs se trouve à peu près de 5000 virtual instances ou VM, un ensemble de stockage autour de 13 pétas, tout type de stockage confondu. Cet ensemble tournera sur à peu près, on va dire, 500 machines physiques, ce qui représente 40 000 vCPU mis à disposition des applicatifs pour tourner. La plupart des ressources étant bien évidemment utilisées au traitement de l'image elle-même. Exactement. Donc pour répondre à ce besoin-là, où c'est des chiffres assez ronds et des estimations, on est parti sur un modèle donc, de standardisation et d'automatisation de nos plateformes. Donc pour ça, on part sur un premier principe, c'est d'avoir un rack standard sur lequel on va avoir plusieurs composants qui appartiendront à une seule et même plateforme et qu'on pourra rajouter à l'horizontale, ajouter ou diminuer en fonction des constats, des évolutions du programme et des ressources au réel. Donc pour ça, on a besoin d'avoir un type de rack standard. En plus de ça, on est parti sur des technos qui forcément tournent sur quelque chose d'assez cloud natif pour arriver à de la scalabilité, à de l'efficience opérationnelle dans tout ce qu'on peut retrouver dans les sujets qui sont apportés aussi par les technos de Red Hat, tels que OpenStack, OpenShift, Ceph. Donc là, pour l'instant, au cahier des charges, ce qui était en visibilité, c'était de partir sur une plateforme OpenStack qui hébergerait du compute intensif sous forme de VM un peu standard, mais aussi sur des clusters OpenShift. Pour la base de stockage, on le montrera dans les prochaines slides, on était parti sur une techno un peu différente au début, et après on a évolué vers une techno Ceph pour des besoins évidents de scalabilité et de compatibilité aussi avec OpenStack. On en reparlera dans les prochaines slides. Pour préciser un petit peu et schématiser ce rack standard, là, que vous voyez à gauche sur la présentation, on est parti sur un modèle, grosso modo, ça c'est à peu près un ratio d'un rack standard. On va retrouver presque une moitié du rack qui va être rempli sur des computes, avec une densité assez élevée de vCPU, pour que tout ça rentre dans un cadre de data center maîtrisé. On a une partie storage qui est assez conséquente, mais assez faible par rapport à un ratio compute qu'on aurait pu retrouver sur d'autres segments sol. Et une partie top of rack, bien évidemment, pour garder cette notion de rack standard, où on va rajouter des racks de manière qu'on rajoute des Lego pour scaler notre data center et notre plateforme. Donc comment est-ce que ça se traduit en termes de techno? Donc on part sur un OpenStack. Cet OpenStack a 2 gros use cases. La partie instance HPC qui va nous permettre en fait de faire du traitement d'image très intensif sur un modèle applicatif qu'on a chez nous qui traitait déjà des images des précédents satellites et qui va en plus permettre le traitement d'images Pléiades Néo à haute résolution.
Donc le but, c'est de lui apporter une nouvelle plateforme qui va être plus scalable, plus efficiente, et sur laquelle on aura une observabilité bien supérieure. Tout ça pour être le plus efficient possible dans les nouvelles données qui vont nous arriver, les nouveaux traitements dans un marché qui s'avère compétitif et où l'IT a sa part à son rôle à jouer dans, ces, dans ce change-là. En termes de techno, donc on assemble la couche OpenStack et la couche OpenShift. Ce qui est présenté à droite, c'est l'intégration OpenStack et OpenShift. C'est pour ça aussi qu'on a cette solution-là. Donc on est parti sur notre cluster OpenShift qui vont être intégrés à OpenStack pour profiter justement de cette notion un peu de software defined data center qui va nous permettre de scaler, de faire un peu de sizing, de tuning sur nos plateformes et surtout d'avoir cette notion de data center par API qui nous est fournie par OpenStack pour que nos clusters OpenShift s'intègrent dans un environnement le plus standard possible et le plus évolutif possible. À ça, on est parti, donc à l'état actuel, on est sur du Ceph pour faire le RBD, Rados Block Device, pour la partie bloc de Nova et Cinder. On a aussi une partie CFFS pour du stockage distribué ou de la lecture-écriture multiple sur de l'OpenShift ou de l'autre VM en direct. On reparlera dans les autres slides. Mais voilà, le principe d'une plateforme de base, comme le disait Guillaume tout à l'heure, c'est d'assembler ces technos-là pour avoir une scalabilité omniprésente dans toutes les strates, que ce soit la couche réseau, stockage ou compute. En termes de timeline, on voulait faire un petit récap sur les technos qu'on a utilisés. Donc, comme l'a dit Guillaume, le projet a démarré en 2015-2016. En 2017, on a installé notre premier OpenStack qui était basé sur Helion 5, donc d'HPE. Les technos qu'on avait choisis au démarrage, c'était de faire du SAN 3 parts, donc, qui est assez différent du Ceph, mais on maîtrisait cette techno-là. Donc on était parti là-dessus pour toute la couche stockage. On avait une partie donc OpenStack qui était déployée sous Helion 5. Pour la précision, c'était du Newton. Et sur les technos de déploiement de nos applicatifs, on utilisait HIT pour faire de l'infrastructure as code, sur lequel on déployait de la VM classique pour notre segment sol image high computing, et une partie OKD pour le déploiement d'un Kubernetes pour d'autres cas applicatifs qui, eux, tournent uniquement sur du Kubernetes. Tout ceci, on a essayé de le déployer au maximum avec de l'Ansible, et notamment le produit Ansible Tower, pour éviter pour garder une uniformité de configuration la plus avancée possible sur toutes nos plateformes. Et dès 2017, a arrêté la manipulation ponctuelle au cas par cas de nos machines, qui de toute façon ne serait pas gérable à grande échelle. En 2019, on a fait le choix de partir sur SOC 8 pour passer sur les nouvelles versions. On aurait pu aussi aller sur du Helion 8. On a fait ce choix-là aussi parce que vous n'êtes pas sans savoir que SUSE a racheté cette partie-là à HP, donc ça nous paraissait être la suite logique en termes de déploiement. La grosse évolution qu'on a eue avec ces plateformes et qu'on a fait rentrer, c'est remplacer toute la partie SAN 3 parts par du Ceph. Une des raisons fortes, c'est effectivement que le Ceph est très intégré avec la partie OpenStack, mais aussi parce qu'on veut mettre un accent assez fort sur les produits open source. Ça compte pour nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de pousser de notre côté. On est convaincu que c'est la manière dont les produits de demain vont pouvoir fonctionner et seront le plus efficients possible. Donc c'est un changement majeur qui a été opéré sur nos plateformes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à installer beaucoup de plateformes dans toutes les particularités de notre data center qui est segmenté en plusieurs couches. Je ne pourrais pas vous détailler ici. Mais on a plusieurs plateformes et cette uniformité de plateforme et cette scalabilité de plateforme est grandement améliorée avec Ceph et tous ces produits open source sur lesquels on va pouvoir trouver une énorme vélocité d'amélioration et une facilité de prise en main sur du matériel qu'on maîtrise nous pour le gérer de manière plus automatisée. Et en 2020, donc c'est tout récent, on est parti sur la solution Red Hat OpenStack pour plusieurs raisons. Une des grandes parties, ça a été notre confiance envers Red Hat sur d'autres produits, aussi un peu parce que SUSE a lâché son produit SOC 8. Là où on aimerait insister sur cette slide, c'est vraiment l'intégration OpenShift, Ceph et OpenStack. Avoir ces trois en couche Red Hat, c'est quelque chose qui nous a soulagé pas mal, là où on a eu un peu plus de mal sur d'autres technos. Là, on a une garantie sur l'interopérabilité des produits
et on avance vraiment sur une grosse mise à l'échelle, et maintenant on est prêt pour avancer et rejoindre au maximum les chiffres qui avaient été annoncés au début en termes de vCPU. On reviendra sur des chiffres précis sur les prochaines slides. Mais voilà, grosso modo, notre timeline, et là, on est prêt à rester sur le produit. Donc, on a fait le choix de la partie Red Hat OpenStack 13, parce que vous pouvez peut-être vous poser la question de pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur du 16. C'est pour garder une certaine maîtrise dans l'évolution de nos techno OpenStack, des versions OpenStack, pardon. Donc, si on résume, Helion 5, ça va être du Newton, SOC 8, c'est du Pike, et RHOSP 13, c'est du Queens. Donc, on fera peut-être et sûrement un passage à la version 16 de Red Hat plus tard. Mais pour l'instant, on a préféré jouer le jeu du saut de version un par un. Un petit mot sur la partie écosystème. Donc la partie écosystème, c'est vraiment, c'est pas sur la couche de déploiement de notre application, c'est de nos plateformes, pardon, c'est sur l'interaction et le déploiement des applications sur les API qu'on a à dispo, que ce soit du Kubernetes ou de l'OpenStack. Pour notre partie plateforme usage, donc on voulait mettre en avant les 3 pierres angulaires de notre système de déploiement. La partie Ansible pour la couche IT, la couche uniformisation des configurations de machines, suivi des plateformes, mise à jour des plateformes, application de tâches récurrentes, on en parlera dans la prochaine slide, au travers notamment de la fonctionnalité qu'on apprécie particulièrement, qui sont les inventaires dynamiques. Donc là, c'est quelque chose, une fonctionnalité qu'on met en œuvre et qu'on utilise, qu'on généralise. C'est une fois qu'on a un projet OpenStack qui va être créé avec tous ces quotas, on a la possibilité de créer un inventaire dynamique, une source dynamique sur ce projet OpenStack qui va nous permettre d'avoir constamment un inventaire à jour de nos machines. On joue sur tout ce qui va être metadata et label sur nos ressources pour que notre Ansible Tower ait constamment eu un inventaire à jour de nos plateformes qui sont déployées au sein même d'OpenStack. Donc on parlait tout à l'heure du déploiement des OpenShift, mais ça peut être le déploiement de VM clusterisé ou de VM standard. On va celles-là les intégrer dans de l'inventaire dynamique pour y appliquer tout un tas de configurations de manière automatisée ou non, mais l'intérêt c'est aussi d'avoir des opérations qui seront automatiques et sur lesquelles on met juste une surveillance une fois que la chaîne est toute développée. Le deuxième gros point, c'est la partie CI/CD. Donc là, pour la partie déploiement applicatif, on va retrouver toutes les technos standards de Helm pour tout ce qui est intégré à OpenShift. Pour tout ce qui est intégré à OpenStack, on a fait le choix de repartir sur du Terraform. Donc dans la timeline, on avait parlé de HIT au début, de Terraform à la suite. On est parti sur ce choix-là parce que c'est un produit, un outil qui est peut-être plus généralisé dans le monde du cloud et on trouvait plus facilement des personnes à l'aise avec Terraform qu'avec HIT, même si on le reconnaît, la philosophie est la même. Ça restait mieux de conserver un seul et même outil quand on voit le nombre de développeurs qu'on a à orchestrer. Donc tout ça, c'est à travers de pipelines qu'on applique sur Terraform. Ces pipelines vont créer des projets, mais aussi de la ressource dans OpenStack. Toutes ces ressources et toutes ces créations sont mises à jour dynamiquement dans nos inventaires Ansible. Et notre CI/CD, une fois que les Terraform, les ressources sont déployées, sont créées, on peut activer des job tower directement sur ces plateformes pour faire tout un tas d'opérations. Ces opérations, la plus grosse partie qui va nous prendre le plus de ressources de notre côté, ça va être le day-to operation. Donc ça va être tout ce qu'on retrouve dans la mise en place de backup, l'observabilité, donc ça va être avec les métriques, avec le monitoring, avec le suivi d'évolution de ressources. Donc là, on a voulu mettre en avant les 5 points qui nous paraissaient primordiaux quand on se lance dans le déploiement et l'imbrication de ces types de plateformes qui constituent la quasi-totalité de notre data center. Donc on retrouve Ceph, OpenStack et OpenShift. Et pour ces 3 composants, on essaye et on automatise au maximum au travers des outils qu'on a précisés précédemment. L'observabilité, on va retrouver des produits comme Prometheus ou Grafana, on va retrouver un peu de Centreon, du service mesh sur les OpenShift, je passe toutes les technos, mais c'est le point important et c'est le point qui nous a fait gagner en efficience sur le sizing de notre plateforme. C'est un point primordial. On va retrouver le backup, bien évidemment, même si la philosophie de backup change avec ces technos-là, on a besoin d'avoir une certaine aisance sur le backup. Le reporting qui est tout aussi important. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir des API avec notamment OpenStack, c'est de pouvoir faire du reporting
quasi temps réel sur les plateformes déployées. L'automatisation, je ne vais pas en revenir, c'est les points précédemment évoqués. Et aussi la fiabilité de nos plateformes. Donc la fiabilité de nos plateformes qui passe avant tout par l'observabilité et le reporting. C'est grosso modo ce qu'on avait à présenter sur nos plateformes, sur l'importance les points importants qu'on voulait mettre en avant sur comment réussir la mise en œuvre de cette plateforme et de ces software defined data center et la scalabilité que ça apporte et l'évolution qui nous permet. Voilà. On a quand même mis 3 ans de maturité. Et au bout de 3 ans, on a encore des next steps pour améliorer nos plateformes. Mais le chemin est important. Après, on retrouve quand même les points. On a su cibler les points qui nous permettaient d'être plus confortables, d'évoluer plus vite, d'avancer plus vite et surtout d'être plus efficace dans la manière dont on déploie nos plateformes, mais aussi que ces plateformes déployées restent compétitives et performantes sur ce qu'on a. On voulait parler de 3 points qui nous paraissent nous primordiaux pour la suite de nos plateformes. Le premier point, c'est Aeronic. Donc, on a beaucoup parlé d'OpenShift et d'instances, donc que de la virtualisation sur OpenStack. On a un projet, on a en tout cas dans le viseur de de fournir en tant qu'IT as a service de la ressource bare métal. Pour l'instant, on n'en fait pas, on se garde ça dans un coin de la tête. On sait que c'est quelque chose qui est puissant, qui est qui est montant en ce moment. Ça passe par Aeronic, que ce soit intégré à OpenStack ou au travers d'OpenShift. Pour ça, on verra lors de nos tests, mais c'est un point d'amélioration, d'intégration de nos plateformes. Le deuxième point, c'est OCS, Red Hat OpenShift Container Storage. C'est pas le logo que vous voyez, parce que j'ai pas pris le bon logo, mais c'est la partie storage qu'on voulait mettre en avant pour intégrer, si on fait de l'OpenShift bare metal, directement nos OpenShift sur du Ceph. Et bien évidemment, la partie scaling, aller encore plus loin dans le scaling, on va vous présenter les chiffres juste après, parce qu'on a besoin vraiment de mettre un coup de boost sur nos plateformes et on va vraiment déployer à très grande échelle. Et pour ça, on aura peut-être d'autres points à regarder, mais les prochains next steps, ça va être ces trois axes. C'est-à-dire, c'est les next steps, c'est plutôt pour l'année prochaine qu'on les envisage, pour effectivement gagner. Enfin, le bare metal, c'est surtout pour gagner peut-être sur de la performance image. On se dit qu'on pourrait gagner 10-20% de performance en enlevant l'overhead, en utilisant ces choses-là. Exactement. Donc au niveau des métriques, on a trouvé ça assez intéressant à mettre en avant. Sur un déploiement qui représente, donc ça on a plusieurs zones de sécurité, sur une zone qui est notre zone la plus importante à l'heure actuelle, ça représente environ 14 000 VCPU. Donc 14 000 VCPU, en fait on voulait mettre ces chiffres par rapport à ça. Donc ces 14 000 VCPU, ça nous entraîne grosso modo 800 Tera de stockage Ceph. Donc le stockage c'est du RAW, c'est pas de l'utile. Donc là on a des stratégies de réplication des Razor Coding sur nos backends de stockage. Sur le Ceph, ça correspond à peu près pour notre traitement image et nos déploiements conteneurisés 800 Tera. Pour la partie Object Storage qui va être stockage d'images et processing, fourniture de catalogue d'images et même archivage pour du long terme. Là, forcément, on est plus qu'au double du stockage, à presque 2 pétas de stockage à l'heure actuelle. En termes de projet OpenStack, ça représente 117. Ça peut paraître beaucoup, mais en termes de segmentation, ça nous a paru assez simple à maîtriser, notamment avec cette notion d'inventaire dynamique, d'application de reproductibilité, de standardisation des déploiements avec Terraform, pipeline, vérification avec Ansible. Voilà, toutes ces parties-là, en fait, nous ont finalement pas posé tant que ça de problème parce qu'on a mis, on pense avec l'observabilité et l'automatisation et la standardisation de nos déploiements, ça nous a permis de garder une certaine maîtrise de la mise à l'échelle de la ressource qui est consommée dans OpenStack. Ensuite, un point non négligeable, parce que on l'a étudié assez récemment, c'est le nombre d'events de logs. Donc, on ne parle pas de métriques, encore on parle uniquement de logs générés sur la plateforme. On est grosso modo à 3 milliards 500 millions de logs générés par semaine, donc sur les 7 derniers jours. Ça représente une partie conséquente de notre activité.
mais c'est en phase avec ce qu'on avait anticipé pour ce qui est de l'observabilité de la plateforme. Ça peut paraître beaucoup, mais ça nous est utile au quotidien, et avec des outils tels que Kibana et Elasticsearch, ça nous permet aussi, on a la possibilité d'analyser à grande échelle ces logs et trouver des tendances, détecter des pannes assez rapidement par rapport à ce qui se fait sur d'autres technologies, peut-être un poil plus legacy. Et c'est quelque chose qui nous paraissait important de le mettre, parce que même si c'est du gros chiffre, c'est des chiffres utiles, et c'est quelque chose qui nous permet aussi de nous garder une certaine fiabilité dans le déploiement de nos plateformes. Donc c'est un point à retenir de notre retour d'expérience, c'est l'observabilité des plateformes pour proposer toujours des plateformes efficientes. On revenait sur le bar métal, ce choix vient aussi des analyses qu'on a faites et de la maîtrise de ce qui se passe sur nos environnements. Voilà, c'est à peu près ce qu'on avait à vous présenter. Je pense que les gens vont peut-être pouvoir poser des questions dans le chat. On fera notre possible pour y répondre. Et vous pouvez nous contacter si vous avez des questions sur nos adresses mail que vous voyez s'afficher sur la diapo. Merci. Merci. Eh bien, merci énormément Clément et Guillaume pour cette présentation vraiment impressionnante. C'est vraiment un bel exemple d'intégration de technologie Red Hat et open source au service d'une application critique pour votre business, et aussi un bel exemple de collaboration entre Airbus et Red Hat. Donc cette vidéo sera disponible pendant 1 an en replay sur le site du forum. Et maintenant, je vous invite à assister à la dernière session de la journée, Ask the Expert, qui va vous permettre de poser vos questions aux speakers Red Hat. Merci beaucoup.